Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Métro News, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de journal. À la une, à la tribune des Nations Unies ce jeudi, le président Edgar Leblanc-Fils a appelé à la transformation de la force kenyane en opération de maintien de la paix. Il a également mis l'accent sur les réparations pour la dette d'indépendance. Toujours à l'Assemblée générale de l'ONU, le président du Kenya, William Ruto, a annoncé que la force multinationale sera complète d'ici janvier 2025. D'autres contingents seront déployés pour atteindre 2500 officiers. Vers l'implémentation de la signature électronique pour une transformation numérique efficace, tel est le thème d'un atelier de formation organisé par le CONATEL. Cet atelier a pour objectif de discuter de l'importance d'introduire ce service au sein de l'administration publique. Le président du Conseil de transition, Edgar Leblanc-Fils, a plaidé ce jeudi à la tribune des Nations Unies pour que la force multinationale dirigée par le Kenya soit transformée en une opération de maintien de la paix. Il a également saisi cette occasion pour aborder la question de la dette de l'indépendance, mettant en avant les travaux de la commission de restitution en Haïti. Il a réclamé des réparations justes et appropriées en lien avec les séquelles du passé colonial et la dette d'indépendance imposée à Haïti par la France, ancienne puissance coloniale. Le coordonnateur du CPT a par ailleurs dénoncé la campagne anti-haïtien qui marque la présidentielle américaine de 2024. Ces abus et violences exercés contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. Elles sont conscientes que la paix et la stabilité sont les fondements indispensables pour permettre à Haïti de se redresser, de rétablir la confiance dans ses institutions, d'assurer le développement socio-économique du peuple. Dans cette optique, la décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Cette mission, bien que n'étant pas une force onusienne classique, incarne l'engagement de la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. J'exprime au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États contributeurs, notamment au Kenya, pour avoir accepté d'assumer le leadership de la mission, ainsi qu'à tous les pays qui ont apporté leur soutien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain, permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Beaucoup, néanmoins, reste encore à faire. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des 3 dernières décennies, notamment la MINUSTA. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Des allégations de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuites et de réparation pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons du passé. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation
permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Je suis convaincu que ce changement de statut, tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, garantira le plein succès de la mission en Haïti. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être haïtien à la dignité de l'homme. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entreprise, non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice. Le discours du président Edgar Leblanc-Fils à l'ONU a souligné les problèmes majeurs auxquels le pays est confronté.
Qu'il s'agisse de la crise sécuritaire, de la situation humanitaire ou du rétablissement de l'ordre démocratique, M. Leblanc a insisté sur l'importance du soutien international pour résoudre ces défis. Le politologue et économiste Joseph Harolpierre est notre invité pour analyser l'allocution du président du CPT, Edgar Leblanc-Fils. Bonsoir, merci infiniment de votre disponibilité, M. Pierre. Bonsoir, Madame Barthélemy. Merci pour l'invitation. C'est toujours une responsabilité citoyenne pour nous aider à comprendre la réalité du pays et je dis, et ça veut dire pour Haïti participation dans l'Assemblée générale des Nations unies. Je salue tout le monde qui est branché. Merci. Jeudi 26 septembre, président conseil présidentiel Edgar Leblanc-Fils lui prend la parole dans la tribune des Nations unies. Premièrement, quelle lecture que vous fait par rapport avec discours président Edgar Leblanc? Bon, en fait, discours dans le contexte haïtien, on trouvait que il est bien fait. Propos c'est adapté à ces circonstances-là. Cependant, dans tout discours haïtien, et il est toujours centré sur l'histoire. Seul ça nous vend, c'est l'histoire. Mais malheureusement, autre que dans l'académie, autre que dans l'université, l'histoire pas intéressé le monde là pour aider à avancer. Il faut que nous ayons des bagages pour nous vendre. Qui sont du point de vue économique, qui bataille nous gagner du point de vue politique, qui combat nous capables de mener du point de vue régional, international, ces bagages ça va intéresser nous. Tant que nous pas capoter des bagages, ça avec les Nations Unies, eh bien, tribune des Nations Unies n'a pas servi. C'est dans ce sens ça je suis capable de dire, discours li aligné à notre discours en Haïti et li un apport historique assez important le fait, les tourner avec bataille président Aristide là, justice et réparation, déjà sur réseau qui gens haïtiens sont contents. Moi, je pense que oui, c'est positif, mais nous dit encore, ça n'a pas servi nous parce que bataille pour nous mener devant les Nations Unies, c'est l'autre bataille, c'est bataille économique, c'est bataille politique. Et moi-même, quand par exemple, je regarde le discours leader latino, je regarde le discours président Costa Rica, je regarde le discours président Petro et Colombie, je regarde le discours Bukele Salvador, je regarde le discours Abinader République Dominicaine. Regardez tout le discours ça, pour moi, ouais. Qui ça dit eux-mêmes, qui je ne peux comparer, qui analyse capable de faire, eh bien, chaque te gagné un cheval de bataille. Chaque te gagné un cheval de bataille. Petro te gagné question climatique, Abinader te gagné éloge économie pays, Bukele te gagné question sécurité dans le pays. Exactement. Donc, chaque pays a un bagage pour porter, mais nous-mêmes, nous avons un discours plutôt vague et qui est centré sur l'histoire. Naturellement, nous avons parlé, en fait, toucher la question de sécurité, c'est très bien. Mais la question de sécurité, ça qui est important, ce n'est pas porter problème, non. C'est un coup pour qu'elle ait une victoire, c'est que nous sommes pour nous résoudre le problème de sécurité. C'est ça que nous doit attendre. Je ne dis pas si il y a un problème dans le monde. Il y a une solution au lieu de porter problème. Et malheureusement, nous ne voyons pas jamais aider nous. Faire promesse, nous ne pouvons pas jamais répondre à la promesse. Si nous combat, je pense que malgré le contexte là, Haïti est supposé porter devant le tribunal des Nations Unies, malheureusement, les Nations Unies ne pas porter. C'est le combat de la corruption. Haïti, dans le contexte là, est supposé porter. ULCC gagne notre travail à faire, il va pas de résultat, il est supposé porter ça, parce que c'est qui gagne, quelle est notre victoire pendant l'année. Eh bien, le travail de l'ULCC à faire, il est supposé porter. Et ensuite, il est supposé nécessairement souligner qui genre CPT a abordé le scandale de corruption. Parce que malgré le pays en Italie là, il a gagné ça comme cheval de bataille. Mais ça nous vient comme victoire. Mais tout ça que tu dit dans le discours, qui aligne avec le discours, je me dis encore, c'est pour des problèmes, nous, nous connaissons déjà. Et puis c'est ensuite pour souligner une question historique qui gagne une dimension positive pour Haïti.
mais devant international, la côté très faible, je ne sais pas si c'est bon parce que le contexte mondial là a cherché la ça, il a servi. Mais normalement, ça, nous avons besoin, c'est qui ça n'a porté nos victoires. C'est ça. Chaque loi de des Nations Unies, c'est victoire pour la. Donc, c'est ça, nous sommes capables de discours. En résumé. En effet, il y a un pile point qui était évoqué pendant le discours, ça, ou sur la question de sécurité. Mais selon un pile observateur, il y a un point essentiel que le président a supposé soulever, c'est la question de la crise entre la République dominicaine et Haïti. Même genre, président dominicain Luis Abinader fait. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une occasion, ce n'est pas une meilleure occasion pour que nous-mêmes, côté pas nous en Haïti, nous avons évoqué crise ça sous tribune des Nations Unies? Vous trouvez assez intéressant. Ce sont des questions fondamentales. Mais je vais répondre avec toute responsabilité, moi, comme intellectuel public, comme économiste et comme politologue. Attendez bien. Relation entre pays, c'est un rapport de force. C'est ça, le relation entre pays, c'est un rapport de force. Haïti est extrêmement faible devant la République dominicaine. Même Jean-Roy dit que. Parce que, qui est important pour moi, les batailles? C'est qui stratégie moi mettre en place pour gagner la bataille. Ce n'est pas entrer dans la bataille pour entrer. À ma bataille avec lui. Non, si on va le perdre, est-ce qu'on a besoin d'entrer dans la bataille? C'est qui stratégie pour gagner? Haïti a gagné devant la République dominicaine parce que dans la relation Haïti avec Saint-Domingue, Saint-Domingue gagne plus attaqué dominicain. Cependant, ce qui est important, c'est pas attaquer sur les Nations Unies, attaquer sur le terrain des relations bilatérales. Dominicains ont bloqué relations, type de relations internationales, c'est libre circulation des biens, du capital humain et des investissements, des capitaux. Donc c'est ça lié. Donc pour qui ça nous a comme marchandise et puis on va d'accord. Eh bien, est-ce que Haïti pas capable de faire pour dire la bloquer ça? Donc c'est sur terrain ça pour batailler. Il va souffrir une nation, il va pas c'est sur terrain. En fait, ça va être, comme des capables dit, un conflit oiseux. Ça va mener au aucun côté. Mais au cas bataille avec eux sur le terrain direct des relations bilatérales. Ça me passe. Mais c'est c'est instance qui fait qui vous fait ça parce que quand c'est PTA extrêmement éclaté, chacun a défendu intérêt. OK. Et d'autant plus qu'avec le scandale, trois monde qui dans la question de corruption. Maintenant, ça c'est, on doit accuser de corruption, comme dit Jean-Pierre. Ça c'est, contexte, ça me passe, c'est pas ça. Ça me passe pour Haïti. Pour président de la fait, c'est porter victoire nous devant les Nations Unies. Qui ça nous est comme victoire en Haïti? Est-ce que nous résoudons le problème de sécurité? Non. Est-ce que nous résoudons le problème monde qui dans la Rio? Non. Est-ce que nous résoudons le problème routier? Non. Par exemple, c'est quand même toute une bataille qui mène pour au moins une route qui a été débloquée. Si une route a été débloquée, vous déportez ça devant les Nations Unies. Eh bien, et on regarde les présidents Abinader, toujours critiquer, à frapper. Mais pour qu'on y est là, lui-même encore, il est obligé de reconnaître qu'il faut qu'il fait parce qu'il y a un conseil de transition, il y a une mission qui arrive, même si la mission n'a aucun résultat dans le bail, mais lui-même il reconnaît qu'il n'y a pas l'argent qui baille. Mais nous n'avons pas besoin de ces présidents dominicains pour parler de nous. Nous n'avons pas parler de justement. Mais ça, fondamentalement, dit encore, ce n'est pas ni à parler à riposter président dominicain. Ce n'est pas ça qui est important pour nous, c'est qui victoire nous. C'est ça pour nous porter devant les Nations Unies. Pas problème nous. Nous avons porté problème dans tout, mais avant tout, qui victoire. Nous pensons que ça, un narratif qui n'est pas bien construit. Parce que jusqu'à présent en Haïti, nous chita sur l'histoire. C'est bien malheureux. Histoire, c'est question pour les intellectuels, ce n'est pas question pour le monde. Le monde chita sur économie, le monde chita sur politique, le monde chita sur intérêt. Tant qu'on n'a pas participer dans le discours, ça va servir à rien. Par exemple, le président Edgar, on sait que le barrage est intéressant, et préoccupation, toute escalade de violence qui vient dans le monde, il pose des problèmes, ça va c'est un problème intéressant. Mais en réalité, l'on pose des problèmes, ça vient en Haïti tout. Donc, le vrai problème, c'est qui j'en nous aborder. Problème pays d'Haïti, origine by solution. Je vais répéter encore. Problème pour président CPT, avant de dire comme ça, abordé, c'est réellement celle, ça a gagné entre guillemets comme victoire
c'est la lutte contre la corruption en Haïti, de supposer poser problème ça, et poser dans le sens positif, mais bataille, mais armes bien amener, mais bataille. Monsieur Pierre, comme dernière question, qui impact qu'au penser un tel discours capable de gagner, notamment au niveau international? Bon, discours, non, il va pas aucun impact. Il va pas aucun impact, c'est pas un discours en plus, parce que il pas sorti il pas sorti du commun. Donc, c'est ça qu'on a dit, c'est même Barala dit, à la seule différence, on reconnaît ça, il était assez courageux pour poser un problème parce que tout acteur politique haïtien peut poser, et c'est un problème fondamental, c'est question de justice et réparation. Tout le monde qui pose ce problème, ça, c'est les intellectuels. Mais les acteurs politiques pas jamais posé. Et après Aristide, il était le courage pour le poser, parce que c'est une question fondamentale. Ça, on va pas même nous, on dit encore, est-ce que c'est idéal de poser ce problème dans le là? Parce que l'académie a une façon de parler, mais est-ce que dans le monde politique, la ça ne va pas finir, c'est ça. Donc, c'est le vrai problème, la vraie question que tu es supposé poser, c'est la lutte contre la corruption. En résumé, l'IPAP n'a aucun résultat, à part quelques pays de gauche qui sont capables de dire oui, question de réparation intéressée, non. Et puis, pays qui sont affectés par réparation, et la France et même les États-Unis, ça a dérangé le petit place. Donc, c'est ça ma pensée. Monsieur Joseph Farol-Pierre, merci infiniment. Merci Madame Barthélemy, ça fait plaisir. Voilà les propos du politologue Joseph Farol-Pierre. Il est également expert en questions politiques et économie latino-américaine. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Toujours concernant la 79e Assemblée générale des Nations Unies, le président kényan William Ruto a annoncé lors de cette assemblée que le Kenya déploiera un contingent supplémentaire pour atteindre 2500 policiers d'ici janvier prochain. Cependant, il a souligné que le Kenya et d'autres pays des Caraïbes et d'Afrique sont freinés par un manque d'équipement, de logistique et de financement. M. Ruto a appelé les États membres à soutenir le peuple haïtien, soit directement via les pays contributeurs à la mission multinationale, soit par le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies. Le financement de cette mission, destinée à combattre l'anarchie et les gangs, reste insuffisant selon l'ONU. Toujours dans ce chapitre, mercredi, lors du forum sur les investissements organisé par le gouvernement haïtien à New York, plusieurs intervenants ont souligné l'importance de soutenir Haïti dans sa lutte contre l'insécurité et la reconstruction. Le Premier ministre haïtien Gary Coney a rappelé que la bataille contre les gangs ne serait pas gagnée sans une aide extérieure, alors que les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide de 160 millions de dollars, portant le total de leur soutien à 1,3 milliard de dollars depuis 2021. Edgar Leblanc, fils coordonnateur du Conseil de transition, a également insisté sur la nécessité d'un renforcement en personnel et en équipement pour résoudre les problèmes de sécurité et organiser les élections. De son côté, le président de la BID, Hélène Golfa, a préconisé une gouvernance forte et un effort conjoint pour mobiliser les ressources nécessaires à la reconstruction du pays. De plus, le pasteur Al Sharpton a encouragé les Afro-Américains à investir en Haïti, plaidant pour la création d'emplois et des investissements majeurs. Par ailleurs, Washington a imposé des sanctions contre 2 Haïtiens en lien avec la crise actuelle. Parlons à présent environnement. À Métro News, des usagers de la route de Delma dénoncent le mauvais état de certaines rues où des nids de poules risquent de provoquer de graves accidents de la circulation. Ils appellent les autorités à intervenir rapidement pour remédier à cette situation dangereuse. Reportage Riti Fortuné. Chaque jour, des centaines de conducteurs empruntent certaines rues de la région métropolitaine. Mais un danger insidieux menace leur sécurité. Les trous et autres nids de poules dans la chaussée. Des obstacles souvent négligés qui occasionnent pourtant de graves accidents, mettant en péril la vie de nombreux usagers. Des crevasses qui se sont accumulées de semaine en semaine rendent ces rues impraticables. Comme aucune disposition n'est prise pour pallier ce problème, la situation empire constamment. En période de pluie,
Les eaux transportant des détritus qui s'accumulent dans les égouts compliquent le sort des usagers de la route. Des riverains disent souhaiter une intervention urgente de la mairie de Delma pour réhabiliter cette route rugueuse qui rend l'accès du quartier si difficile. C'est un bagage qui est vraiment dérangeant. Parce que moi-même, surtout les lapes à tomber, j'ai toujours peur de traverser de l'eau. Parce que j'ai peur de l'eau, de traverser de l'eau, j'ai toujours peur pour ne pas fourrer pied là-dedans. Exactement, qui a occasionné un accident, normalement. Comme si moi-même, comme si pour tout le monde doit mettre un petit cob. Et puis peut-être pour tout à contrer, et puis pour souiller macadam y a coulé sous lui, et puis pour couler pour monter prendre un pile de précautions pour pas faire accident. Préoccupés peut-être par la violence des gangs dans les quartiers et les troubles politiques, les autorités ne semblent pas faire cas de ces préoccupations. Ce problème persiste en dépit de la forte fréquentation dans cette zone où se trouvent des entreprises et des institutions publiques et privées. Il y a 7 ans, 2 compagnies de génie militaire étaient à pied d'œuvre dans certaines rues et routes de la capitale haïtienne pour réhabiliter les chaussées en mauvais état dans le cadre de l'opération Boucher-Trou lancée par le gouvernement de l'époque. Cette opération, relancée en 2020, n'a toujours pas apporté les solutions escomptées. Dossier insécurité, la situation était tendue mercredi dans l'Artibonite et le centre où des bandits ont fait de nombreuses victimes. Le gang de Savien a tué au moins 4 personnes, tandis qu'à Sodo, plusieurs bandits ont été abattus lors d'affrontements avec la police. Par ailleurs, au cours des 2 dernières semaines, la police du Nord a mené des opérations qui ont abouti à la mort de 3 individus lors d'échanges de tirs et l'arrestation de 30 personnes. 2 armes à feu, 2 couteaux et plusieurs cartouches ont été saisis. Une opération majeure a eu lieu à Thibault, commune de Milo, contre un gang dirigé par Marc Aurel qui a été abattu par la brigade d'intervention. 3 suspects impliqués dans des assassinats à Plaine du Nord et au Cap-Haïtien ont également été neutralisés. Pour refermer cette page vers l'implémentation de la signature électronique pour une transformation numérique efficace. Tel est le thème d'un atelier de formation organisé par le Conseil national des télécommunications, Conatel. L'objectif est de discuter de la nécessité d'introduire ce service au sein de l'administration publique. Cependant, le décret encadrant l'application et le fonctionnement de cette nouvelle technologie est encore en cours d'examen à la primature, selon le directeur général de l'institution, Jose Jean-Baptiste. Ce projet lancé à l'occasion des 55 ans du Conatel vise également à moderniser et à rendre plus efficaces les services publics. Suivez ce reportage de Rodolphe Firluy. Le numérique prend de plus en plus sa place dans le domaine de la télécommunication. Le Conatel se lance désormais dans la signature électronique. Jose Jean-Baptiste présente à quelle phase se trouve le projet en ce moment. C'est-à-dire, mettez le cadre d'application de cette loi et ensuite faire venir des prestataires de services pour bailler services de signature électronique là, il y a franchi et c'est ça. Et atelier à viser. Donc nous allons rassembler, nous allons collecter toutes les réactions des participants pour nous finaliser un avant-projet application arrêtée sur loi électronique là, pour nous présenter le gouvernement. Une fois que le gouvernement a adopté d'accord avec nous, eh bien nous allons fixer les normes techniques, donc pour nous définir prestataires de services qui parlent de signature électronique là, qui normes mieux de respecter. Après l'adoption des normes, eh bien ce sera l'appel d'offres ouvert marché pour qu'il y ait des prestataires de services qui viennent de signature électronique là. Aucun détail en ce qui concerne la date précise de la publication du décret n'a été communiqué. Toutefois, le directeur général de l'institution se réjouit des avancées effectuées. Mais une fois toute étape franchie, eh bien Haïti a ouvert vraiment à toute transaction électronique et achat, vente en ligne par sécurisé parce que par un cadre qui définit et par des prestataires de services autorisés par l'État pour vendre ces services. La signature électronique sera bénéfique pour les particuliers, les entreprises, les banques commerciales, que ce soit dans la sphère publique ou privée. À en croire le directeur général, tout est déjà prêt au niveau du Conatel, y compris la collaboration des 2 compagnies de téléphonie mobile, Natcom et Digicel.
La bonne pour l'économie, hein, parce qu'il va faciliter les échanges, il va faciliter les transactions, il va permettre aussi la création de petites entreprises pour qui fait formation, petites entreprises qui peuvent représenter les prestataires de services. Donc la bonne pour l'économie, la bonne pour le marché, la bonne pour les jeunes. Donc c'est un pas à franchir parce que Haïti doit avancer davantage dans le monde du numérique. La signature électronique est au centre d'un atelier de formation organisé par le Conseil national des télécommunications, autrement dit Conatel. Il faut souligner que les deux compagnies de téléphonie mobile, à savoir la Digicel et la Natcom, sont au cœur de cette transformation numérique qui sera efficace, selon le directeur général de l'institution, Jose Jean-Baptiste. Pour l'instant, il faut noter également que le blocage se situe au niveau de la publication du décret, parce que la démarche a été entreprise depuis août 2024 et là maintenant nous sommes en septembre et ce projet se trouve directement à la primature qui est en train d'analyser ce décret avant sa publication. Donc il faut souligner maintenant que ce qu'on attend, selon le directeur général du Conatel, Jose Jean-Baptiste, c'est le décret, sa publication afin de mettre en application la signature électronique qui, dans son discours, a fait savoir que ce sera beaucoup plus efficace, notamment les échanges entre les institutions lorsque la signature électronique sera applicable. Vers l'implémentation de la signature électronique pour une transformation numérique efficace, c'est le thème qui a dominé cette formation qui se déroule durant 2 journées, aujourd'hui et demain, qui marquera les 55 ans du Conatel. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Nous sommes au terme de la 4e édition de Métro News pour la semaine. À votre partir, le rappel des principaux titres à la une de ce soir. À la tribune des Nations Unies ce jeudi, le président Edgar Leblanc-Fils a appelé à la transformation de la force kenyane en opération de maintien de la paix. Il a également mis l'accent sur les réparations pour la dette d'indépendance. Toujours à l'Assemblée générale de l'ONU, le président du Kenya, William Ruto, a annoncé que la force multinationale sera complète d'ici janvier 2025. D'autres contingents seront déployés pour atteindre 2500 officiers. Vers l'implémentation de la signature électronique pour une transformation numérique efficace, tel est le thème de l'atelier de formation organisé par le Conatel. Cet atelier a pour objectif de discuter de l'importance d'introduire ce service au sein de l'administration publique. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Un plaisir de vous l'avoir présenté. Restez branchés Métropole. Bonsoir.